Si Claude Guéant a effacé les impôts de Bernard Tapie, ce n'est pas conforme à ma conception de l'égalité des citoyens devant l'impôt. Pourquoi est-ce que vous avez ce jugement partisan? On mélange tout. Laissons les impôts de non, bah non, s'il a pesé sur les impôts de Tapie, c'est tout à fait irrégulier. Pardon, toutes les fortunes de France négocient leurs impôts. Vous le savez parfaitement. Ah bon? Mais vous bien vous rendez sûr. compte? Chaque fois qu'il y a une bien sûr, c'est une information importante pour les... Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Alors après avoir brouté la pelouse de Watford pendant 4 jours en Angleterre et suivi le Bilderberg, je suis bien content d'être de retour ici chez moi et de vous préparer ce nouveau numéro. Alors puisqu'on parle du Bilderberg, je vais vous donner une première info, tiens. La sécurité du Bilderberg a coûté environ 2 millions d'euros. Et selon le Watford Observer, le groupe Bilderberg a effectué un don de 590 000 euros. C'est vraiment des radins, hein, les gars. Et la différence est donc à la charge des contribuables. Voilà, ça c'est pour la première information. Alors je voudrais encore une fois remercier tous les contributeurs qui ont fait en sorte qu'on se rende là-bas au Bilderberg et qu'on suive pour vous ce qui s'est passé. Alors on est en train de monter le documentaire. En attendant, on essaie de relâcher quelques informations, on essaie de relâcher quelques interviews et quelques photos pour vous faire prendre votre mal en patience. Voilà, une deuxième info, c'est que j'ai quand même essayé d'appeler les Échos et monsieur Nicolas Barré qui était invité au Bilderberg cette année. Donc j'ai essayé bien 5 fois de le joindre et malheureusement j'ai pas eu de chance, j'ai jamais réussi à l'avoir. On me dit qu'on me le passe, alors j'attends, hein, ça sonne, mais à chaque fois soit j'atterris sur un répondeur, soit on me raccroche au nez. Mais j'ai vraiment pas de peau, donc essayez-vous pour voir. Vu que le numéro est public, vous pouvez essayer, allez-y, hein, téléphonez. Alors on va attaquer avec le sommaire de ce numéro, vous êtes habitués maintenant. On va parler d'info internationales, on va parler d'économie, on va parler de santé, environnement. Alors attachez bien vos ceintures, je suis un petit peu taquin aujourd'hui, ça va être un petit peu taquin. Voilà, attachez vos ceintures et on y va. On attaque les infos internationales et on démarre avec le traité transatlantique, puisque les négociations à propos du traité transatlantique s'accélèrent. D'abord, le mandat de négociation qui devrait être adopté par la Commission européenne est sur le point de l'être. En France, en tout cas, c'est déjà fait par l'Assemblée nationale. Voyez le document 6 juin. Le président français qui, par l'intermédiaire de Nicole Bricq, voulait faire valoir quelques exceptions comme la diversité culturelle, a ravalé son chapeau, comme nous le montre le Magali Pernin sur son super site Contre la Cour. Voyez le document. Cet accord aurait été retouché plusieurs fois. La France va donc devenir bientôt une lointaine province américaine, et tout ceci dans le dos du français qui n'en ont même pas conscience. Alors on continue avec le traité transatlantique. Alors même si l'accord n'a pas été ratifié par l'Union européenne, les négociations ont déjà commencé lors du sommet du G8 qui se trouve en Irlande du Nord. Le Premier ministre britannique David Cameron a annoncé lors d'une déclaration à la presse avec Barack Obama, je cite, le lancement de ces négociations sur un accord historique entre les US et l'Europe. Nous parlons de ce qui peut devenir le plus grand accord commercial bilatéral de l'histoire. Alors, selon lui, l'accord, lorsqu'il sera conclu, pourrait permettre de créer, je cite, 2 millions d'emplois supplémentaires et apportera plus de choix et des prix plus bas dans nos magasins. Et le président Obama a également assuré en attendre d'énormes bénéfices économiques. Alors, je sais pas vous, mais je crois qu'on nous a déjà fait le coup avec l'Union européenne. L'Union européenne, ça devait être le plein emploi, ça devait être les prix bas, ça devait être la joie et la bonne humeur, ça devait être la paix, ça devait être... Bon, écoutez, on nous a déjà fait le coup, on est en train de nous le refaire. Je suis à peu près persuadé que ça va fonctionner. Alors, on continue, on parle du G8. Alors, 2 autres infos à ce sujet. D'abord, quelque chose d'assez risible, voire de ridicule, puisque les devantures de magasins en Irlande du Nord, à Belfast, qui étaient vides et à l'abandon à cause de la crise, ont été remplacées par des devantures en plastique pour faire mine que tout va bien. C'est vraiment méga ridicule. Coût de l'opération, plus de 2 millions de livres. Tout simplement hallucinant. Regardez. This is Luke Radowski reporting in very sunny and beautiful Belfast, Northern Ireland. And I didn't really believe it until I actually saw it myself. But because of the recent economic crisis, well, really because of the banksters looting the economy for their own personal benefit and creating a crisis,
the government here in Northern Ireland has decided to spend over £2 million on this bullshit. This fake storefront of a store that used to be here. I mean, instead of maybe doing something beneficial with tax-paying money, they put it on fake PR bullshit. I'm actually here with Matt, who's a local resident of the town. And Matt, I just really wanted to know, when you were walking past here or driving past here and saw these, what was your first reaction? Well, I was just driving down in my car, and I thought one day last year, oh, cool, they've put some new shops here. That was really quick. I don't know how they did that so quickly. And then, like, I got out of my car and closer, and I walked over, and then I was, doesn't look right here, you know. And I like, it's really obviously fake. But I mean, some people just driving past, like, could be fooled by it. But I know a lot of like my neighbors and stuff. They all think it's really stupid. Everyone else thinks it's really stupid. You could really invest that money like a lot better in actual economic businesses rather than these like plastic things that go on the front of just empty grey buildings. £2 million. I mean, it's just on bullshit. They even have a guy here taking a photo here. I mean, are you happy with the way your money has been spent? People are just struggling to even survive, and instead of helping out local businesses, they put up fake local businesses. I mean, how do you feel about this? I am not happy at all. Like, it's a lot of it's for show with the G8 coming here and things like that. Like, it's not just here that they've done it. It's not just these two shops that you've shown. It's down there. There's another 4. Another block, there's another 4. Up there, there's loads as well. And then for Manor, where the G8 is, like, there's one town there that I heard something like 60% of the buildings there are this, rather than actual businesses people can go to and shop in. Things like that. It blows my mind. Insane. All the local businesses, all the middle class, lower class people are suffering. Their businesses are closing down, but yet they have money for this crap. Sierra, do you want to give your final comments? Well, I mean, I was saying earlier when we were talking about it, I think a group of any sane, rational people can realize that this is just a ridiculous idea. Like you've already said, it's insane. So for a group of people to implement this who is supposed to be in charge of actually doing things, and they think it's a good thing to do in multiple cities, you just have to ask what are they thinking. Alors juste à titre d'information, pour ceux qui auraient éventuellement regardez le reportage qui était passé sur Canal+ il y a un bon moment, qui s'appelle « Ne dites pas à ma mère que je suis en Corée du Nord ». Je me rappelle très bien des passages où le journaliste, qui se faisait passer pour un touriste pour pouvoir rentrer en Corée du Nord, avait vu lui aussi que les devantures des magasins et des immeubles avaient été repeints et avaient été changés et embellis. Alors j'ai l'impression que nous en Europe, on n'est pas mieux que la Corée du Nord. Autre info à propos du G8, malgré la pression de toutes les nations envers la Russie pour instaurer une zone d'exclusion aérienne en Syrie, le président russe a répondu « niet ». C'est le seul et il tient bon. La Syrie, parlons-en justement, puisqu'on apprend qu'encore une fois, les rebelles ont fait un véritable carnage. Alors c'est à peu près tout le temps la même chose, hein. Partout où ils passent, il y a des carnages. Que ce soit des têtes coupées, que ce soit des types exécutés sommairement, des tirs dans la tête, enfin il y a à peu près de tout. Mais bon, tout ça c'est sous le silence assourdissant des Occidentaux. On n'entend pas un mot volé. Chut, BHL, où est-ce que t'es ? Hein, on n'entend plus. Et pire que ça, la France va même fournir des armes lourdes à ces rois de l'égorgement. Alors dernier fait en date, un religieux chiite a été tué avec son épouse et ses 2 filles âgées de 2 ans et 4 ans lors d'un assaut des groupes armés Tafkiris relevant de l'ASL. L'ASL c'est l'armée de Syrie libre, hein, contre un petit village nommé Alta dans la région de Deir ez-Zor en Syrie donc. Le village de Alta, qui compte 2000 habitants, contient environ 300 familles chiites. 400 voitures ont attaqué le village. Le cheikh Youssef al-Qardawi, proche du prince du Qatar, vient de lancer une fatwa qui instigue les zizanies confessionnelles en Syrie. Et suivant ses pas, le moufti d'Arabie Saoudite, Abdel Aziz Al-Cheikh, a appelé il y a quelques jours au djihad contre les chiites parce qu'il les a considérés, je cite, comme des mécréants qui devaient être liquidés. On continue avec la Syrie et 2 bombes qui ont explosé aux alentours de Damas le 16 juin dernier. La première près d'un checkpoint, la seconde à l'extérieur de la ville près de l'aéroport qui aurait été endommagé. On compte pour le moment 20 morts ou blessés dans le camp de Bachar el-Assad. Toujours en Syrie, on apprend que plus de 1000 soldats US des marines ont été déployés via Israël en Jordanie à la frontière avec la Syrie.
Ceci va complètement à l'encontre de ce qu'avait déclaré Obama, puisque ça fait un beau moment qu'il déclare qu'aucun Américain ne mettra les pieds sur le sol syrien. Ce type ne fait que mentir. Un petit mot aussi sur la Libye, où selon BHL tout va bien là-bas. Eh bien, 2 ans après l'élimination de Kadhafi, les rebelles n'ont toujours pas déposé les armes. Le 9 juin dernier, au moins 31 morts dans des affrontements à Benghazi, notamment à cause d'une milice constituée d'ex-combattants rebelles et relevant du ministère de la Défense et qu'on appelle les boucliers de Libye. On parle de la Turquie maintenant et on va parler des manifestations qui s'y déroulent depuis un petit moment déjà, et on va revenir à l'origine de ces manifestations, puisque c'est le projet de suppression d'un parc d'Istanbul qui a provoqué tout d'abord un sit-in de militants écologistes et urbanistes contre la construction en lieu et place de ce parc Gezi et de ses 600 arbres d'une réplique de caserne militaire de l'Empire ottoman, censé accueillir un centre commercial. Or, l'intervention musclée des polices turques pour les en déloger a mis le feu aux poudres. Depuis cette date, c'est-à-dire le 1er juin dernier, les manifestations sont journalières. Alors après 3 semaines d'affrontements, la tension semble retomber un peu à Istanbul, mais les affrontements continuent dans d'autres villes. Difficile pour le moment d'avoir des chiffres sur les blessés, sur les morts éventuels ou sur les arrestations. Donc c'est une affaire à suivre encore. Même chose du côté du Brésil. Le Brésil vit actuellement ses manifestations sociales les plus importantes depuis 21 ans. Alors cela a commencé le 11 juin dernier. Depuis, la plupart des grandes villes brésiliennes protestent contre les coûts des transports et la Coupe du Monde de football 2014. Au total, plus de 200 000 personnes ont pris part aux manifestations dans le pays, dans des villes telles que Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc., et dans la capitale, Brasilia. Les manifestations s'accentuent au Brésil et la présidente Dilma Rousseff, qui fait partie du Parti des Travailleurs, a tenu une réunion de crise aujourd'hui, vendredi 21 juin, avec les membres de son gouvernement. Hier, un jeune homme de 18 ans est mort dans une ville de 560 000 habitants qui s'appelle Ribeirão Preto. Il est mort écrasé accidentellement par un automobiliste qui tentait de contourner un groupe de manifestants. À Rio de Janeiro, deuxième ville du pays, des échauffourées ont éclaté devant la mairie entre un groupe de manifestants radicaux et les forces de l'ordre. Plus de 300 000 personnes protestaient dans la métropole. À Brasilia, des manifestants ont failli réussir à entrer dans le ministère de la Justice avant d'être refoulés in extremis par les forces de l'ordre. Ça chauffe au Brésil, hein. On parle maintenant d'Israël. Alors je vous parlais il y a quelques semaines des Bédouins qui devaient être déplacés du désert du Negev. C'était entre 30 000 et 40 000 Bédouins qui devaient être déplacés pour y construire des habitations. Eh bien, ces Bédouins, au nombre de 160 000 en Israël, ont manifesté le 13 juin dernier. Les manifestants ont abordé des drapeaux palestiniens et des bannières du mouvement islamique arabe israélien en scandant « Avec notre sang, avec notre âme, nous récupérerons notre place dans le Negev ». Affaire à suivre. On parle de l'Iran maintenant et des élections présidentielles puisque le religieux modéré Hassan Rouhani a remporté l'élection. Alors beaucoup de gens me demandent qu'est-ce que ça veut dire religieux modéré. J'avoue que je ne comprends pas non plus. Est-ce que ce président remettra en cause la politique nucléaire de l'Iran ? Ça m'étonnerait. On en doute, mais bon, en tout cas les Occidentaux ont quand même tendu la main vers l'Iran. Alors on va suivre encore ces informations de très près. Alors on va parler un petit peu de l'Algérie maintenant. Alors voilà un sujet dont on ne parle pas du tout dans les médias français et pourtant il se passe des choses là-bas. Alors d'abord avec le président Bouteflika qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 27 avril dernier et qui a été évacué vers un hôpital français pour se faire soigner, mais aussi avec les répercussions de l'intervention française au Mali. Alors j'ai avec moi au téléphone Maïdine Islam Belaïd. Bonjour Maïdine. Bonjour David. Alors tu es un étudiant à l'université de Batna en Algérie, c'est bien ça? Voilà, c'est ça, étudiant et enseignant en vacation à l'université de Batna en Algérie. Alors dis-moi, par rapport au président Bouteflika qui est à l'hôpital actuellement depuis un petit moment déjà, est-ce qu'il y a des rumeurs sur son état de santé en Algérie? Alors, je parle d'ici à Batna, tout le monde en parle, personne ne sait ce qui se passe, parce il faut dire que le pouvoir est assez opaque, il ne laisse rien infiltrer, donc ce ne sont que des spéculations et des suppositions. Certains disent qu'il est mort depuis longtemps, d'autres disent autre chose, voilà.
D'accord. Et durant son absence, est-ce que vous avez ressenti un climat spécial dans le pays ou pas du tout? Alors, il n'y a pas un grand changement. Seulement, il y a peut-être un petit quelque chose qu'il faudrait préciser, c'est que il y a beaucoup d'organismes sociaux qui sont devenus souples, tu vois. Ils ont accordé des bonus, des primes, quelques, on va dire, organisations sociales. Et puis c'est tout, mais sinon c'est comme avant. C'est comme s'il n'était jamais tombé malade. Voilà. D'accord. Les choses roulent comme si ne se passait rien du tout. Alors, Exact. on sait que l'Algérie possède du pétrole et des matières premières, c'est assez riche pour ça, et que vous êtes dans le viseur de l'Empire. Est-ce que vous ressentez, avec le président qui est absent, est-ce que tu ressens une pression, est-ce que vous ressentez une pression des pays occidentaux ou de l'Empire? Je ne sais pas si c'est vrai ou juste, mais on a le sentiment d'être encerclé. C'est le sentiment général. Alors si tu poses la question à n'importe quel Algérien, il va te dire c'est dangereux ce qui se passe en Mali, en Libye, tout ça, c'est dangereux pour l'Algérie. Tout se passe le plus normalement du monde, hormis ce sentiment étrange d'être encerclé. Voilà. D'accord. Alors, tu parlais du Mali. Quelle est l'opinion publique algérienne par rapport à ce qui se passe au Mali et l'intervention française? Bah, comme je te le disais, il y a un sentiment partagé entre ceux qui sont obsédés et, on va dire, intoxiqués par les médias dominants français et plus généralement occidentaux, alors qu'ils pensent que la France va apporter beaucoup plus de démocratie au Mali avec son droit d'ingérence. Et l'autre moitié qui a peut-être un rapport avec le réel plus fort, qui te disent non, ce ne sont que des intérêts et pourquoi ces Occidentaux, ces Français continuent de venir ici en Afrique pour spolier les richesses, pour déstabiliser la région. Voilà. D'accord. Écoute, je te remercie bien pour ton témoignage. Merci. Et puis, on n'hésite pas à se recontacter si jamais il y a d'autres nouvelles par rapport au président ou alors par rapport à d'autres événements qui pourraient se passer en Algérie. Ok? D'accord, David. Je te remercie bien pour ton témoignage. Merci à toi. À bientôt. On va parler de la Grèce maintenant et des chaînes publiques grecques ERT qui ont été fermées brutalement. Il n'y a plus d'argent, et ouais, les Grecs sont immédiatement descendus dans la rue pour manifester. 15 000 personnes à Athènes le 13 juin dernier. Beaucoup de gens n'avaient plus que cette voie pour avoir des informations. Tout ceci laisse place à la télé privée qui va forcément gagner en audience, et il va forcément gagner plus d'argent. On va parler Big Brother maintenant. Alors j'ai un certain nombre d'informations à vous donner. Alors bien sûr on va parler d'Edward Snowden, ex-CIA, qui a fait des révélations plus qu'intéressantes, mais finalement pas si nouvelles que ça à propos des possibilités qu'a la NSA, la National Security Agency américaine, d'intercepter toutes les données électroniques, que ce soit les emails, les messages, les conversations téléphoniques, l'historique de navigation internet, etc., tout ce que vous voulez, d'une personne ou de n'importe quelle entité. Alors, nom de code du programme de la NSA, il s'appelle PRISM. La NSA travaille en collaboration avec Microsoft, Google, Facebook. Alors, à l'heure actuelle où je vous parle, je suis sûrement surveillé par ces gens-là. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est que les gens, les journalistes et les gouvernements même s'en étonnent. Et oui, avant, c'était considéré comme la théorie du complot. Alors maintenant que tout ça vient exploser à la face des gens, évidemment, et ils font comme s'ils étaient très étonnés. Bah oui, les gars, il faut vous tenir au courant un petit peu. Donc, autre confidence un peu plus surprenante, par contre, de ce même Edward Snowden, c'est que la NSA aurait utilisé ce procédé pour intercepter en 2009, lors du G20 à Londres, les données électroniques des délégations étrangères comme la Russie ou la Turquie. Ils vont être contents, nos amis, d'apprendre qu'ils ont été surveillés à ce moment-là. Alors évidemment, Edward Snowden va être poursuivi en justice par les États-Unis. Alors actuellement, il est réfugié à Hong Kong, mais on dit qu'il est en contact avec Julian Assange pour lui permettre d'aller se réfugier en Islande. On reste dans le Big Brother, puisqu'aux États-Unis, une nouvelle technologie permet aux entreprises qui installent les réseaux câblés ou les box de scruter directement dans les foyers à l'aide des caméras embarquées dans les postes et connectées à Internet. Alors les postes de télé, les Xbox, les box télé, etc. directement connectés à Internet avec des caméras à l'intérieur. Ceci pour voir les réactions des utilisateurs face aux publicités. Alors le républicain Michael Capuano
lui voudrait faire passer une loi qui s'appelle We Are Change You Act, qui prohibe cette technologie. Alors là, n'empêche qu'on est passé au-delà du roman de 1984 de George Orwell. Toujours Big Brother, Google et Motorola planchent actuellement sur un nouveau modèle de mot de passe et se tournent vers le tatouage électronique ou même la pilule à avaler. Alors, Regigan Dugan, autrefois directrice de DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, est désormais responsable des projets spéciaux au sein de la filiale de Google Motorola Mobility, a fait une apparition à l'occasion de la conférence annuelle All Things Digital. Et elle a affirmé que la firme de Mountain View s'intéresse au domaine du tatouage électronique, notamment dans la sécurité. Dans ce domaine, Motorola Mobility travaille avec la société MC10 qui a mis au point de toutes petites puces électroniques malléables qu'il est possible de coller sur la peau d'une personne. Madame Dugan a notamment présenté son tatouage contenant un mot de passe lui permettant de s'auto-identifier. C'est beau la technologie quand même, hein ? On passe à toute autre affaire et on va parler du Venezuela où les parlementaires se penchent sur une loi obligeant les mères à allaiter leurs nourrissons et en interdisant les biberons et lait en poudre. C'est ce qu'a annoncé la parlementaire Odalis Monzon sur les ondes de la télévision nationale. L'Assemblée nationale se saisit de ce sujet. Alors, chaque nourrisson a le droit à l'allaitement, a-t-elle argué. Je cite encore, le plus important est l'amour, la connexion entre la mère et l'enfant, qui est parfois perdue car elle ne donne pas la chaleur transmise par l'allaitement. Alors ok, bon peut-être qu'au-delà de l'amour entre l'enfant et la mère, c'est peut-être plus une guerre économique par rapport à tous ces laits en poudre ultra chimiques. On continue et on va parler du maire de Montréal. Le maire de Montréal, Michael Applebaum, qui a annoncé sa décision de démissionner de son poste de maire 8 mois après son élection en raison de poursuites judiciaires qui le visent, notamment pour corruption, pour des faits antérieurs à sa prise de fonction à la tête de sa municipalité. Alors il a été arrêté au petit matin par les enquêteurs de l'UPAC, l'unité permanente anticorruption. Monsieur Applebaum a été notamment accusé de complot, abus de confiance et actes de corruption dans des affaires municipales. Alors lui, il nie toutes ces accusations. Depuis 1 an, Montréal vit au rythme de révélations faites devant la commission d'enquête publique, dite commission Charbonneau, sur un vaste système de corruption impliquant responsables municipaux, partis politiques, entrepreneurs du BTP et criminalité organisée. J'ai l'impression, on parle de Montréal, on parle du Canada, mais j'ai l'impression qu'on parlerait de la France, ça sera à peu près la même chose. On termine ces infos internationales en parlant d'une manifestation qui a eu lieu à New York. Une manifestation le 9 juin dernier, des milliers de juifs ont défilé à Manhattan, à New York, pour protester contre un projet de loi israélien qui obligerait tout juif à aller servir Tsahal, l'armée israélienne. Étaient présents en majorité des juifs orthodoxes antisionistes. La manifestation s'est déroulée dans le calme, sans aucune arrestation. On attaque maintenant la partie économie en parlant de la JP Morgan, dont un rapport a été rendu public. Alors un rapport qui a été pondu par l'Europe Economics Research, qui fait partie du groupe JP Morgan donc, dont le titre est « L'ajustement de la zone euro, bilan à mi-parcours ». Alors ce rapport fait 16 pages, il est assez dense et difficile à résumer, mais je vous donne tous les liens, celui du rapport directement et celui vers un site qui cite et interprète ce rapport. Alors pour résumer rapidement, la JP Morgan dénonce la constitution des pays européens, enfin les constitutions des pays européens, qui tendent à montrer une forte influence socialiste, reflétant la force politique que les partis de gauche ont acquise après la défaite du fascisme. Je cite, « Les systèmes politiques autour de la périphérie, c'est-à-dire la Grèce, l'Espagne, le Portugal et l'Italie, affichent de manière typique les caractéristiques suivantes. Des dirigeants faibles, des États centraux faibles par rapport aux régions, une protection constitutionnelle des droits des travailleurs, des systèmes recherchant le consensus et qui encouragent le clientélisme politique, et le droit de protester si des modifications peu appréciées sont apportées au statu quo politique. Les lacunes de cet héritage politique ont été révélées par la crise. Le rapport exprime sa satisfaction vis-à-vis de l'application par l'Union européenne d'un certain nombre de mécanismes financiers visant à garantir les intérêts bancaires. À cet égard, l'étude souligne que la réforme de la zone euro en est pratiquement à mi-chemin. À mi-chemin, ça fait peur quand même, hein. Il reste encore la moitié, accrochez-vous. Je continue. Mais le rapport réclame aussi davantage d'actions de la part de la Banque Centrale Européenne.
Alors on a bien compris que les systèmes dits pseudo-socialistes et pseudo-démocratiques dans lesquels nous vivons sont encore une entrave pour ces institutions financières qui, rappelons-le, sont au cœur de la crise de 2008. C'est quand même un comble. On continue la partie économie, on va parler des drones maintenant. Alors, on sait que la France est en banqueroute, plus ou moins, mais bon, on va quand même aller acheter des drones US. Montant de la facture, 670 millions d'euros. Une paille, hein. Alors, Monsieur Le Drian a précisé lors d'un déjeuner de presse que, dans un premier temps, il voulait acheter 2 Reaper, le drone de moyenne altitude et de longue endurance. Alors, ça, c'est un drone qui vient de l'entreprise General Atomic, pour parer aux besoins urgents des forces armées françaises au Mali et dans la région du Sahel. La DGSE, les forces spéciales et les armées ont bien des petits drones tactiques en nombre, mais pas de drones plus importants, capables de voler plus de 24 heures au-delà de 5000 mètres d'altitude avec des capteurs sophistiqués. Alors on continue de parler des drones. Alors j'ai mis ça dans le même sac, puisqu'on parle des drones, on continue, même si c'est pas vraiment économique, mais bon. Les retransmissions en direct du Tour de France seront entrecoupées de plans capturés par des drones cette année. Ceci sera opéré par la société de production Freeway Prod. Particulièrement proches de leur cible, les petits aéronefs sans pilote feront découvrir plusieurs sites et monuments historiques de France, comme le Mont-Saint-Michel ou le château de Versailles. C'est chouette la technologie. On continue avec les drones, toujours, et le salon du Bourget qui a ouvert ses portes il y a quelques jours, où tous les constructeurs d'avions se retrouvent et exposent leurs nouveautés. Alors on s'attendait tous à voir le drone de Dassault, le fameux Neuron, dont je vous ai déjà parlé il me semble, qui est le fruit de travail des Français, Dassault Aviation, mais aussi de Thales aussi, du suédois Saab, du grec AI, de l'espagnol EADS Casa, de l'italienne Aliena Aeronautica, de le suisse RUAG, etc. etc. Bon, finalement, ce drone, personne ne le verra, puisqu'il est exposé sous une bulle ultra secrète, et les gens sont triés sur le volet pour aller le voir. Dommage. Encore un mot sur les drones, puisque la société israélienne Elbit, elle aussi présente sur le salon du Bourget. Alors on sait qu'Israël est souvent en avance technologique en matière d'armes et de drones. Donc cette société expose son système baptisé MUSIC, Multispectral Infrared Countermeasure, pour leurrer les missiles. Ce concentré de technologie de 19 kg protège les hélicoptères des attaques par lance-roquettes. L'équipement s'installe sous la cellule d'un hélicoptère, détecte un missile menaçant, quel que soit son angle d'attaque, et l'aveugle en lui envoyant un puissant faisceau laser. On continue avec les armes israéliennes, puisqu'on apprend que les exportations militaires d'Israël ont connu une augmentation de 20% en 2012. Ah, il y en a qui ne connaissent pas la crise, hein. Tout ceci pour atteindre 7 milliards de dollars, c'est ce que rapporte le quotidien israélien Haaretz. Cette hausse est essentiellement due à un accord 1 milliard de dollars signé avec l'Italie en 2012. Alors on croyait que l'Italie n'avait plus de sous, si 1 milliard de dollars, boum, ils vont acheter des armes. L'accord prévoit l'achat par l'Italie de 2 avions, des avions équipés de systèmes d'alerte avancée et de contrôle, et d'un satellite de surveillance. Les États-Unis et l'Europe sont les principaux marchés des produits israéliens, suivis des pays d'Asie du Sud-Est et de l'Amérique du Sud. Selon un rapport du Congrès américain publié en novembre 2012, Israël est le 8e exportateur d'armes au monde. Et une autre info à propos des armes en Israël, puisqu'on apprend que l'Israël a exporté des armes à l'Égypte, au Maroc, à l'Algérie. Alors même si l'Algérie n'a pas reconnu l'État d'Israël, on fait quand même du business ensemble, hein. C'est quand même assez curieux comme truc. On continue, on va parler de Détroit, la ville de Détroit aux États-Unis, au nord-est des États-Unis, qui a été contrainte de faire défaut sur une partie de sa colossale dette de 18,5 milliards de dollars, soit à peu près 14 milliards d'euros, en raison de ses grandes difficultés financières. Autrefois 4e ville la plus peuplée des États-Unis, Détroit a vu sa population fondre de plus de moitié en 60 ans, passant de 1,8 million d'habitants en 1950 à 685 000 actuellement. Les entreprises ont suivi le mouvement, érodant leurs recettes fiscales et obligeant à réduire certains services publics. Détroit, plombé par une criminalité rampante, n'est par exemple pas en mesure d'assurer l'éclairage public dans l'ensemble de ses rues. C'est quand même assez triste. On continue.
Et on va parler du gouvernement de Jean-Marc Ayrault qui a réembauché des conseillers ministériels au-delà du seuil promis. Et ce sont surtout des énarques. Ils sont 571 au comptage de mai 2013 dans l'ensemble des cabinets ministériels, etc. Ils étaient 525 au 1er août 2012. À l'époque, le gouvernement se félicitait d'ailleurs d'avoir 12% d'effectifs en moins par rapport à la moyenne de la période précédente, et donc de coûter moins cher. Alors aujourd'hui, avec 571 postes, il a regagné 8% d'effectifs. Alors je cite, « Cela reste loin de la deuxième année Fillon, qui comptait 652 personnes dans les cabinets. » Ah oui, on relativise du côté de Matignon, de toute façon il n'y a plus que ça à faire. Alors c'est Arnaud Montebourg, le plus mauvais élève, qui a dépassé de 4 unités le contingent autorisé. C'est sans compter les chargés de mission nommés ici et là, mais dont les noms n'apparaissent pas au journal officiel. Un mot sur Chypre maintenant. Alors selon Jacques Sapir, toujours très bien informé, le gouvernement chypriote envisagerait sérieusement la sortie de la zone euro. Alors vous ne l'avez peut-être pas vu, mais toutes les bourses européennes, et même ailleurs dans le monde, ont plongé jeudi dernier. Ceci juste par le fait que Ben Bernanke, le président de la Fed, a juste émis l'idée que la Fed ralentirait sa planche à billets parce que selon Bernanke, l'emploi se porte mieux aux USA. Alors rappelons quand même que la Fed émet 85 milliards de dollars chaque mois, dont plus de la moitié pour racheter les obligations de trésor US. On parle de Bruno Boulefcade, alors à qui j'adresse toutes mes félicitations. Lui qui continue son combat devant la Société Générale à Paris, boulevard Haussmann, et qui a reçu donc la quenelle d'or de la subversion. Alors il m'a envoyé un message en me disant qu'il avait évoqué mon site Infolibre dans son discours de remerciement. Alors je ne sais pas si je dois le remercier Bruno ou pas, parce que ça va encore me poser quelques problèmes avec mes amis les Antifa. Les Antifa qui m'ont déjà catalogué comme, je cite, un site internet d'extrême droite, facho et conspirationniste. Waouh, rien que ça. Donc mesdames et messieurs, je suis facho, conspirationniste et extrême droite. Va falloir me dire quelles idées d'extrême droite mon site véhicule. Fasciste, en quoi mon site fait-il allusion au fascisme? Je vois absolument pas. Et conspirationniste, écoutez, toutes mes vidéos tout est sourcé, je donne les liens de tout ce que je fais, donc bon, le conspirationniste, pourquoi pas, ma foi. En tout cas, tous ces anti-flancs sont bien incapables de répondre aux questions qu'on pose, parce qu'avec eux, le dialogue est impossible. Donc je me demande qui est le plus fasciste dans l'affaire. Bon, en tout cas, pour revenir à Bruno, félicitations à toi, Bruno. 400 jours, plus de 400 jours à manifester devant une banque, c'est vraiment, vraiment costaud. On termine cette rubrique économie avec, regardez là, hop, ce petit compteur que vous voyez là-haut. Ce sont des estimations, mais la France a une dette d'environ 1938 milliards d'euros, ce qui représente environ 31 000 euros pour chaque habitant français. Alors sortez vos chèques, mesdames et messieurs. Alors on regardera ce compteur de temps en temps pour, je sais pas si on peut dire pour se faire plaisir, mais pour se faire un petit peu peur. On attaque la partie santé-environnement maintenant, et on va parler du maïs transgénique, puisque quelques plants de blé transgéniques ont été découverts dans une ferme de l'Oregon aux États-Unis, et cela a semé le trouble sur le marché mondial de la céréale. Le département américain de l'agriculture, l'USDA, avait annoncé la veille dans un communiqué que, je cite, les résultats de tests effectués sur des échantillons de végétaux venant d'une ferme de l'Oregon indiquent la présence de plants de blé transgéniques résistants au glyphosate. Alors, le glyphosate, c'est un principe actif contenu dans les herbicides comme le Roundup. Des essais en plein champ de ce type de blé ont été menés par Monsanto entre 1998 et 2004 avant d'être abandonnés. Du coup, le Japon a aussitôt annulé un appel d'offres portant sur près de 25 000 tonnes de blé américain, alors que la Commission européenne conseillait aux 27 de procéder à des tests sur les cargaisons de blé en provenance des États-Unis. Je me demande si tout ça a bien été respecté par les Européens. On parle de toute autre chose maintenant, on va parler des lignes à haute tension, puisqu'une ligne électrique sous très haute tension est en voie de finalisation dans le massif armoricain, et cette ligne va accueillir, à partir de 2013, la ligne haute tension Cotentin-Maine qui doit relier le futur réacteur nucléaire EPR de Flamanville au réseau électrique national. Avec 414 pylônes et 163 km de lignes de courant sur 64 communes et 4 départements, le Calvados, la Manche, l'Ille-et-Vilaine et la Mayenne, le chantier pour acheminer ces deux circuits de 400 000 volts est colossal, mobilisant 40 entreprises, 900 salariés au plus fort de l'activité,
pour un budget global de 350 millions d'euros. La ligne THT raccordera aussi au réseau les éoliennes offshore en construction en Bretagne, sécurisera l'alimentation du Grand Ouest, connu pour sa fragilité en cas de grand froid, et enfin anticipera l'augmentation régulière de la consommation. Alors évidemment, les riverains ne sont pas très favorables à cette ligne à très haute tension, ils sont même quasiment opposés. Ils ont peur que leurs biens immobiliers soient dévalués, mais aussi pour des raisons de santé bien sûr, puisque les champs magnétiques de fréquence extrêmement basse, 50 Hz, générés par le passage du courant dans les câbles, ont été classés cancérogènes possibles pour l'homme en 2002 par l'Organisation mondiale de la santé. Alors si aucun lien de causalité n'a pu être prouvé entre l'exposition à une ligne THT et l'augmentation de cas de leucémie infantile observée, les riverains se plaignent régulièrement de stress, nervosité, irritabilité et insomnie. Bon, le seul point positif que je vois, c'est que comme le réacteur EPR n'est pas encore opérationnel, et si on se fie à Jean-Pierre Petit, il n'est pas près de l'être, peut-être que les gens ont encore un peu de temps avant que l'électricité ne passe dans ces lignes à haute tension. On parle du Wi-Fi maintenant, la nocivité des ondes Wi-Fi remise en question par des étudiantes danoises. Alors pendant 12 jours, des étudiantes danoises ont étudié 2 semences de cresson. La première exposée aux ondes Wi-Fi et la deuxième isolée de toute radiation. Résultat, les graines exposées n'ont presque pas germé et quelques-unes ont même muté, alors que celles situées dans la chambre sans radiation se sont développées sans problème. Les jeunes scientifiques avaient sérieusement préparé leur expérience en répartissant leurs graines sur 12 assiettes pour ensuite les déposer dans 2 chambres distinctes. La première a été exposée aux ondes d'un routeur Wi-Fi de la norme IEEE 802.11g, la seconde non. On parle des nitrates maintenant, puisque l'Europe a condamné la France pour ses eaux polluées au nitrate. La France, empêtrée dans des problèmes de pollution agricole qui contaminent ses cours d'eau, vient être condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne. Cette dernière a rendu justice, donc c'était le 13 juin dernier. Elle a rendu un arrêt qui constate les manquements chroniques de Paris. Cette décision est un prélude à une possible amende de plusieurs dizaines de millions d'euros, voire à des astreintes journalières qui alourdiraient considérablement le montant réclamé. Alors après le nitrate, les herbicides. Alors l'organisation Les Amis de la Terre ont mené des analyses dans 18 pays européens qui ont montré la présence de l'herbicide glyphosate dans le corps de personnes testées. Carrément dans les corps. En France, 30% des gens ont des traces de ce produit chimique dans leur corps. C'est quand même énorme, 30%. Ce produit chimique est présent dans le Roundup, produit par Monsanto, tout le monde le sait. Pour l'instant, on ne sait pas quels effets a ce produit sur les hommes. Ça, à long terme, on le découvrira bien assez tôt. On parle maintenant du nucléaire et Bruxelles qui souhaite une européanisation de la sûreté nucléaire. Mais ça fait quand même vachement peur. Quand on voit comment sont traitées les affaires concernant les médicaments, les OGM, les aliments et la cacophonie quand il s'agit de prendre la moindre décision en Europe, il y a quand même tout lieu d'être préoccupé. Toujours le nucléaire, le centre de stockage de déchets nucléaires de la Manche, le plus ancien de France, est soupçonné de fuir doucement mais durablement et de contaminer son environnement. Près de 930 000 tonnes de déchets, dont 100 kg de plutonium hautement radioactif, sont stockés à 6 et 8 mètres sous terre de ce centre de stockage, ouvert en 1969 et fermé en 1994, dans des conditions au départ beaucoup moins strictes qu'aujourd'hui. Encore une info sur le nucléaire, un énorme nuage d'épaisse fumée noire s'est dégagé de la centrale nucléaire de Cattenom le 7 juin dernier. En cause, l'incendie du transformateur de soutirage de la tranche 1, une installation au pied de la tranche. Alors quand on dit la tranche, c'est le réacteur nucléaire. Alors donc une installation au pied de la tranche, en dehors de sa partie nucléaire, qui puise directement l'énergie à la source afin d'alimenter en interne le matériel, a été endommagée par le feu. Pour l'heure, les causes de ce spectaculaire incendie, qui heureusement n'a pas fait de blessés, sont encore inconnues. Dernière information, et c'est toujours sur le nucléaire, l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, a annoncé avoir renforcé son contrôle en 2012 de la centrale nucléaire du Bugey, dans l'Ain, après la détection d'une présence anormale de tritium dans les eaux souterraines, sans impact pour l'environnement selon elle. Si on regarde ses performances en matière de sûreté, la centrale du Bugey rejoint l'appréciation globalement assez satisfaisante que l'ASN porte sur EDF, mais il y a 2 événements marquants en 2012 qui ont nécessité un contrôle renforcé. C'est ce qu'a expliqué Grégoire
Demedjian, chef de la division de Lyon. Alors, en octobre dernier, la SN a imposé à la centrale de détecter les équipements à l'origine de cette présence anormale de tritium sans impact significatif sur l'environnement ou la santé. C'est bien ce qu'on nous le dit 2 fois, donc si on nous le dit 2 fois, bon, je ne veux pas être la théorie du complot, mais bon. Alors, on n'a aucune idée de la dose de tritium qui s'est échappée de la centrale pour aller dans la nappe phréatique, mais on sait que les recommandations de l'OMS sur les critères de potabilité de l'eau de boisson sont que la dose reçue du fait de la présence d'un radionucléide dans l'eau de boisson ne dépasse pas 0,1 millisievert par an. Cette dose pourrait être atteinte chez l'adulte par la consommation quotidienne de 2 litres d'eau tritiée à hauteur de 7,8 kBq par litre. La réglementation française retient que l'eau peut être considérée comme potable sans restriction jusqu'à 10 000 becquerels par litre. Voilà, bon, c'est un peu technique, mais bon, il fallait quand même le dire. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Merci à vous pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez informés et ne ratez pas la prochaine interview que je vais diffuser très bientôt sur mon site. Bon, je vous en donne un petit extrait pour vous mettre l'eau à la bouche, d'accord? Regardez. Ouais, donc je m'appelle Slim Reuma, je suis caporal-chef du service de santé des armées. J'ai passé 8 ans au sein du régiment médical de la Valbonne. Là, actuellement, j'ai été muté suite à un syndrome post-traumatique et un arrêt maladie longue durée. J'ai fait l'Afghanistan de juin à décembre 2011, donc c'est suite à ça que j'ai eu un arrêt maladie prolongé. Ça a été le mandat le plus meurtrier de l'armée française, ce mandat en Afghanistan. La deuxième chose, donc, je voudrais parler particulièrement donc, de l'Afghanistan. Donc l'Afghanistan, ce grand conflit là qui nous abat, on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas trop pourquoi. La réalité du terrain, elle est vraiment opposée à ce qu'on nous vend en fait dans les médias. Donc c'est pour ça que je te remercie de ton travail. Je remercie les gens qui regardent tes vidéos parce que voilà, ils cherchent à s'informer, à avoir de la véritable information. Les combats se passent. Moi, je m'occupe C'était en juillet. Moi, en juillet, je fais mon premier mort français. C'était un caporal, le caporal Kovac, je crois 21 ans. Donc voilà, il est abattu par un collègue. Qui faisait ses mesures de sécurité. Donc lui, il s'était délesté de son gilet. Il fait le tour du véhicule. Au-dessus du véhicule, il y a un copain qui fait ses mesures de sécurité au même moment. Pas de bol. La balle transperce son copain. Donc on appelle vite les médecins, les infirmiers. Et puis bon, on ramasse le corps, on fait ce qu'on peut. Maintenant, ce que je comprends pas, une chose que je comprends pas et que j'ai du mal à avaler, c'est que là, on est en 2013. Moi, juin à décembre 2011, c'est pas si vieux pour moi. Je me rappelle encore de tout ça. Je me rappelle qu'on nous vendait les talibans comme des égorgeurs qui buvaient du sang. Aujourd'hui, les Américains sont en train de traiter avec eux. Pourquoi moi, je suis en train de me battre pour ce pays? Pourquoi il y a des gens qui sont corrompus au gouvernement? Pourquoi? Qu'on m'explique, qu'ils commencent par faire le ménage là-haut avant de faire le ménage dans leur rang. Voilà.